Écoutez, on est au taux complet. On va pouvoir commencer ce premier webinaire ZEI. Je suis ravie d'accueillir tout le monde et de répondre à la question suivante. Comment lever des fonds grâce à sa démarche d'impact? Donc, je m'appelle Anne-Céline Lescope. Je co-dirige ZEI depuis une petite année maintenant. ZEI, pour rappeler donc à ceux qui ne savent pas encore ce qu'on fait, on est une plateforme digitale qui accompagne les entreprises dans la mise en œuvre et le déploiement des démarches d'impact. Voilà, et ma première mission chez ZEI a justement été de lever des fonds aux côtés de mon associé Noël Boza. Donc, je suis très, très heureuse d'accueillir pour ce webinaire mes investisseurs, ou je devrais plutôt dire mes partenaires, Édouard et Johanna de BPI France et Sarah de Founder Future. En titre d'introduction, je voulais, avant qu'ils se présentent, dire quelque chose de très important. La levée de fonds n'a pas de finalité à proprement dit en soi. La levée de fonds, certes, c'est aller chercher de l'argent pour pouvoir développer sa société sur du long terme, mais c'est surtout et avant tout, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, trouver les bons partenaires qui vont comprendre le projet, comprendre la vision et nous aider à la porter au-delà des limites que nous-mêmes on s'est fixées. Donc, mes partenaires, on a la chance de les avoir trouvés chez ZEI et donc je les laisse la parole pour qu'ils puissent se présenter. Sarah ? Allez, je commence. Bonjour à tous, je suis ravie de participer à ce premier webinaire de ZEI. Donc, je suis Sarah Korn. Moi, ça fait 1 an maintenant que j'ai rejoint Founder Future. Donc, je suis partenaire Impact. Et moi, ma mission, c'est de développer toute la stratégie d'investissement à impact de Founders Future. Et pour ça, on a développé un nouveau véhicule dédié Founder Future Good, donc pour investir dans des entreprises à mission. Voilà, et moi j'ai un passé, j'ai jamais été dans le monde de l'investissement. Je viens d'Ulule, la plateforme de financement participatif. Donc j'ai plutôt un passé dans tout le secteur de l'économie sociale et solidaire et le secteur associatif, puisque avant Ulule, je m'occupais de la fondation Positive Planète. Voilà. Et moi, donc Édouard, je suis directeur d'investissement chez BPI France Investissement. Et avec Johanna qui va se présenter également, on gère les fonds d'investissement venture capital dédiés à l'environnement, aux smart cities et à l'impact pour le compte de BPI France. Donc, comme annoncé par Édouard, Johanna Vincent-Ley, je travaille également pour les fonds écotechnologie Ville de Demain Impact de BPI France depuis 2 ans maintenant, et j'ai eu la grande chance de pouvoir travailler plus spécifiquement avec Édouard sur la formalisation d'une démarche d'impact ou comment utiliser l'impact pour mieux investir. Super, donc nous allons rentrer dans le vif du sujet et j'aimerais bien en introduction revenir un peu sur les bonnes pratiques de la levée de fonds, qu'on y approche un peu en entonnoir. Je suis toujours un peu amusée des effets d'annonce des levées de fonds dans les médias. À les écouter, c'est un exercice assez simple. On dirait qu'on lève des fonds un peu en claquement de doigts. Or, la réalité est bien différente pour ceux qui sont passés par cet exercice. C'est un exercice qui se prépare, hein, qui nécessite une certaine méthodologie, qui nécessite du travail pour cibler les bonnes personnes et du temps. Et donc, j'ai l'habitude, souvent, quand on parle de levée de fonds, de rappeler 4 facteurs clés, d'ailleurs, qui sont dans un ordre de priorité, alors à débattre avec nos invités aujourd'hui, mais qui, naturellement, peut-être sont pas le plus spontanément viennent à l'esprit. C'est-à-dire que le premier facteur, c'est le timing. Le timing pour l'entrepreneur, puisque comme ce que je disais précédemment, c'est long. À partir du moment où vous commencez
à travailler votre deck jusqu'au moment où vous signez les papiers juridiques. On est généralement sur une période à peu près de 6 mois. Donc, c'est quelque chose qui s'anticipe vis-à-vis de vos équipes, vis-à-vis de la trésorerie. C'est important quand même de le préciser. Et puis, de bien cadencer en fait tout le timing. Mais ce timing, il s'impose aussi à vos investisseurs et de temps en temps, on a un peu, en tant qu'entrepreneur, tendance à l'oublier, c'est-à-dire que les fonds d'investissement, et vous pourrez peut-être rebondir également là-dessus, ils ont leur propre cahier des charges, c'est-à-dire qu'ils ont des politiques internes qui fait qu'ils vont investir plutôt sur tel projet, telle structure, tel montant, etc. Et il se peut que votre projet soit peut-être très abouti, qu'il y ait un véritable coup de cœur avec l'équipe dirigeante, mais que par conséquent, parce que le timing n'est pas bon, le projet n'aboutisse pas. Et ça, c'est des éléments qui sont extérieurs, mais que l'entrepreneur doit pouvoir anticiper. Donc, maîtriser son timing par rapport à soi, par rapport à l'entreprise, mais par rapport aussi au contexte. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la team, l'équipe. Je vous avouerai bien volontiers que jeune entrepreneur, j'avais eu tendance à finalement mettre le produit avant la team dans l'ordre des priorités. Or, sur les projets particulièrement d'e-seed, donc en phase d'amorçage d'investissement, l'équipe est un peu la clé. Donc, dans votre présentation, dans votre dossier, il faut absolument capitaliser sur cette équipe, la présenter, la valoriser, puisqu'un projet peut toujours pivoter en cas d'évolution marché. Par contre, c'est beaucoup plus compliqué de changer de partenaire et d'associé en cours de route et particulièrement en cours de levée de fonds. Troisième facteur, bien sûr, c'est le produit, c'est le marché. Quand on va lever des fonds, on doit très bien connaître son marché, très bien connaître le positionnement de son produit par rapport à ses concurrents, mais également la profondeur du marché, qu'il soit national ou international. C'est des critères de sélection des fonds d'investissement, la profondeur de marché. Certains fonds, peut-être c'est même le numéro 1. Donc, il faut bien connaître ces éléments. De toute façon, c'est des questions qui vous seront posées lors des séances de pitch. Donc, le produit, le marché intervient en troisième élément. Et bien entendu, quatrième élément, c'est la valorisation de l'entreprise, la money, comme on dit. Et pour ça, la clé, c'est le BP. Et mon associé Noël ne me contredira pas sur ce sujet-là. On a beaucoup travaillé le BP dans le cadre de ZEI. Effectivement, c'est votre colonne vertébrale. C'est ce qui va structurer tout votre chiffre d'affaires et tout le développement de l'entreprise. C'est un exercice, encore une fois, qui est difficile. Il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'expertise en externe si vous n'avez pas ces compétences. Quand on est entrepreneur, on ne peut pas avoir toutes les compétences aussi, mais il faut savoir s'entourer. Et donc, ne pas hésiter à aller chercher, à demander auprès d'incubateurs, auprès d'autres entrepreneurs. Peut-être, Johanna, Édouard et Sarah, ça serait intéressant que vous rebondissiez là-dessus et nous partagiez un peu des bonnes pratiques sur la levée de fonds de façon générique. Avec plaisir. Donc, nous, peut-être, pour rebondir sur ce que tu disais, Anne-Céline, la première chose qu'on va regarder, donc, sur notre véhicule dédié à l'impact, c'est évidemment le fait que l'entrepreneur soit un entrepreneur à mission, donc qui soit vraiment, qui ait ce souci de contribuer à un enjeu de société et qui ait une volonté de créer de l'impact positif en termes d'environnement social ou de sociétal. Ça, c'est la première chose. Et puis, pour rebondir sur ce que tu disais, nous la deuxième chose qu'on regarde, c'est la profondeur du marché. Nous,
on veut pouvoir investir dans des solutions, des produits, des services où il y a une très, très forte profondeur de marché qui vont vraiment changer la donne. Donc ça, c'est hyper important. C'est la toute première chose qu'on va regarder. Deuxième sujet, c'est en effet l'équipe, la team. Quand on investit en amorçage, je pense qu'on est assez conscient que les entrepreneurs et le projet peut pivoter plusieurs fois. L'important, c'est qu'on ait une conviction très, très forte sur la team, la complémentarité et surtout, quelque chose qui est très important pour nous, c'est que ce soit de vrais makers et que les entrepreneurs sachent faire vraiment et sachent déployer le projet de façon très, très opérationnelle. Donc, la capacité opérationnelle, c'est la clé. Voilà. Et puis, la troisième chose, ce qu'on va regarder et ce qui est très important pour nous, c'est le fait de pouvoir apporter, créer de la valeur au projet. On veut vraiment être un investisseur hyper actif et proactif. On dit souvent qu'on veut surtout pas être des touristes dans des tours. Donc, c'est vraiment de créer de la valeur. Donc, nous, on va regarder le projet à l'aune de notre compréhension du sujet et notre capacité à créer de la valeur. Et c'est pour ça qu'on a défini un cadre avec quelques grandes thématiques d'investissement. Donc, soit on comprend le secteur, le modèle économique, soit on comprend vraiment la problématique qui est adressée par l'entrepreneur. Sarah, je me permets justement J'ai eu deux questions sur le terme profondeur de marché. Est-ce que tu peux un peu expliciter, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, la profondeur de marché, déjà, pour nous, c'est la capacité pour un acteur à proposer donc un produit, un service qui soit mieux disant, plus responsable et qui adresse un large public. Donc ça, c'est très, très important. Ce qu'on veut surtout pas faire, c'est investir dans des produits qui vont cibler, par exemple, un certain type de population du type CSP+, ou urbain, qui ont une capacité à payer cher des produits. Je pense en ayant travaillé chez Ulule, on voit beaucoup émerger de solutions à impact positif, de nouveaux produits qui sont pour la plupart chers et qui s'adressent au départ à des early adopters qui ont la capacité à payer. Nous, ce qu'on va regarder en tant qu'investisseur, c'est d'adresser vraiment du mass market. Donc, si je prends un exemple très concret, on n'investira jamais dans un produit type shampoing solide, cher, qui s'adresse à une petite partie, une petite frange de la population. Ce qu'on veut, c'est adresser le plus grand nombre. Donc ça, c'est très important. C'est comme ça qu'on investit, par exemple, dans La Fourche. La Fourche propose des produits bio et rend le bio plus accessible et capable, grâce à son offre d'abonnement, de proposer une offre à 30 à 50% moins cher que du bio aujourd'hui qu'on trouve sur le marché. Donc, nous, c'est vraiment ce qu'on va regarder et ce qui nous intéresse en termes d'impact, cette profondeur de marché, c'est la capacité à démultiplier l'impact de ces nouveaux produits, de ces nouveaux services. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Écoute, ça a l'air super clair. Je laisse peut-être Johanna ou Edouard, si tu avais fini, Sarah, enchaîner justement. Oui, avec plaisir. Peut-être en complément de ce qui a été présenté par Anne-Céline et expliqué par Sarah, j'aurais tendance à conseiller à la communauté des investisseurs à impact ou pas à impact de toujours entretenir, des entrepreneurs à impact ou pas à impact, de toujours entretenir une relation assez proche avec les investisseurs justement. C'est aussi en discutant avec les investisseurs, même en dehors d'une levée de fonds, que on permet finalement à l'investisseur futur potentiellement de mieux comprendre les tenants et les aboutissants du projet, mieux adhérer à une équipe, peut-être comprendre les challenges à venir d'une société et s'inscrire dans une démarche de levée de fonds ultérieure. Donc, c'est toujours intéressant, je pense, pour l'entrepreneur d'entretenir cette discussion, d'écouter aussi peut-être au préalable de toute levée de fonds les remarques ou les commentaires que peuvent formuler les investisseurs aussi pour réorienter la stratégie de levée de fonds à venir. Donc ça, ce serait peut-être le point zéro de la présentation d'Anne-Céline, qui est de toujours discuter finalement ou avoir une communauté, quelques investisseurs avec qui on s'entend bien pour pouvoir discuter.
En plus de ça, Johanna reviendra dessus peut-être un petit peu ultérieurement, mais nous, on provient de l'investissement dédié à l'environnement. Le venture capital que nous exerçons dans l'équipe avec Johanna, initialement, avait pour vertu de financer la transition énergétique. Donc, en plus de tous les points tout à fait justes qui étaient cités par Anne-Céline et Sarah sur les typologies d'analyse que nous allons faire, il conviendrait d'ajouter peut-être la particularité pour mon équipe d'avoir un spectre environnemental très fort. On y vient, Edouard. Johanna, peut-être un complément sur le sujet. Oui, pour compléter ce que disaient Sarah et Edouard, c'est vrai que le choix de l'investisseur est primordial et aussi bien nous, on choisit nos cibles d'investissement que la société choisit ses investisseurs. Donc, d'où l'intérêt encore plus, si je peux accentuer, encore plus important de bien connaître son investisseur et d'être sûr que sur la durée, on a envie de travailler ensemble, quoi. Donc ça, c'est le premier point. Et je vais aussi appuyer sur le point du timing. Et parce que je pense que j'ai jamais vu une levée se terminer dans les temps. Donc, même si on prévoit un long laps de temps, toujours prévoir un peu de marge, quitte à prévoir d'autres sources de financement le temps que la levée se fasse. Donc, typiquement, du financement non dilutif. Peut-être juste pour compléter, Johanna, sur le timing, sur ce que tu dis. Nous, il y a un point important qu'on communique à tous les entrepreneurs qu'on rencontre, c'est vraiment la nécessité de créer un momentum, en fait, puisque c'est jamais le moment, en fait, de lever des fonds pour des investisseurs. Enfin, il faut vraiment, en tant qu'entrepreneur, que vous créez le bon momentum. Et ça, c'est très important parce que nous, on a vu des levées courir sur des mois, voire des années. Et à un moment, il faut réussir à raconter l'histoire et créer le bon timing. Et puis, emmener et aller chercher généralement ce qu'on appelle un investisseur lead. En tout cas, aller chercher le premier investisseur qui va s'engager sur votre projet. Donc ça, c'est super important. Et donc, de pas aller trop vite et de pas rencontrer, par exemple, trop d'investisseurs au départ, de bien shortlister, d'y aller step by step et de bien prioriser. Donc, il y a vraiment, en tout cas, des stratégies de levée de fonds, puisqu'à vouloir trop élargir, rencontrer tout le monde, et ben, on peut perdre le momentum. Et c'est un petit monde, le monde de l'investissement. Donc, il vaut mieux y aller de façon très qualifiée, step by step, et être évidemment très, très prêt une fois qu'on parle à des investisseurs. Une parfaite transition, Sarah, du coup, sur un récapitulatif des différentes catégories d'investisseurs qui sont très classiques. La love money, donc tout ce qui est famille, amis, mais ne pas oublier quand même de contractualiser les choses, hein, quelle que soit l'issue, qu'elle soit positive ou négative. C'est quand même une best practice. Les business angels, et c'est là où je rejoins ce que tu dis, nous, chez Zeil, on a associé des fonds d'investissement qui étaient lead à une holding qui rassemble une trentaine de business angels. Donc, c'est des personnes privées qui se passionnent pour un projet ou pour une équipe et qui décident d'investir personnellement dans l'entreprise. En l'occurrence, pour Zeil, c'est absolument essentiel pour nous puisqu'on veut être une plateforme de référence sur les thématiques de la RSE. Donc, on cherche en fait à adhérer autour du projet toute une communauté d'ambassadeurs. Et donc, on est ravis de les avoir dans le cadre de cette holding. Ils nous font des retours sur notre produit, sur des retours sur le marché. Quand on veut lancer une nouvelle fonctionnalité, voilà, ils nous challengent. Donc, c'est un rôle justement qui est complémentaire à ceux des fonds d'investissement où finalement on pilote la stratégie dans le cadre d'un comité stratégique, mais c'est très intéressant et on peut tout à fait finalement construire sa gouvernance, construire de façon équilibrée les partenaires qui nous entourent. Et donc, les fonds d'investissement, je n'en reviens pas et on va développer un peu plus ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les fonds d'investissement à impact.
avant peut-être de vous définir en tant que fonds d'investissement à impact et de comprendre un peu mieux ce que vous faites sur cette thématique d'impact, j'avais envie de vous donner quelques chiffres en fait, parce que c'est relativement flou. Donc, le impact investing était venu des États-Unis. Ça fait à peu près 10 ans que cet secteur de niche en fait connaît une très forte croissance. Selon France Invest, qui est l'association française des investisseurs, aujourd'hui, il y a 86 fonds d'investissement dits à impact qui financent 1200 entreprises et qui couvrent sous gestion 3,2 milliards d'euros. À titre de comparaison, il y a 10 ans, il n'y avait que 10 fonds qu'on appelle aujourd'hui un peu les fonds pionniers, Citizen Capital, Alter Equity pour ne citer que, qui géraient à eux seuls 200 millions d'euros. Donc, on voit bien une croissance forte de cette typologie de fonds à impact, mais en même temps, et on va y revenir, une grande diversité de structures et de définitions. Alors, qu'est-ce que c'est que le fonds d'investissement à impact? Donc, ça n'est pas une structure philanthropique. Nos amis ici pourront l'attester. Pas du tout. C'est véritablement, en fait, le besoin d'avoir un équilibre entre le rendement financier et l'impact environnemental et sociétal. C'est-à-dire que ces fonds valorisent ce qu'on appelle la performance extra-financière d'une entreprise comme levier de compétitivité et demandent à ce que les entreprises qu'elles financent dans ce cadre-là, finalement, performent autant sur le finance que sur l'impact environnemental et sociétal. Donc, l'impact, pour ceux qui ont moins de connaissances sur ce sujet, donc c'est le fait de contribuer à la société, donc au sein de son entreprise, mais au niveau de la société, en termes d'éducation, de santé, de climat, trouver une solution. Donc, tout ça est défini, tout ça est monitoré, il va y avoir une mesure d'impact et c'est important que l'entreprise puisse en fait avoir un équilibre en termes de performance, tant sur le financier que sur l'extra-financier. Donc, c'est une certaine forme de différence d'approche, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est tout autant exigeant pour l'entrepreneur. Les fonds à impact, c'est pas simplement bien sûr qu'il y a beaucoup de bienveillance, c'est très orienté vers beaucoup d'humanisme, etc. Mais derrière, il y a quand même des enjeux qui sont très forts. Donc, quand on s'adresse à cette typologie de fonds, alors je pense que la première question que l'entrepreneur peut se poser, c'est est-ce que je suis nativement en fait à impact? Zeil, nous, notre outil, c'est d'accompagner les entreprises à mettre en place une politique RSE. Donc, structurellement, on répond nativement à l'impact. On fait de l'impact auprès de nos investisseurs, auprès de nos parties prenantes. En interne, tout ce qu'on fait valorise la prise en compte de l'impact environnemental et sociétal. Néanmoins, toutes les business ne répondent pas finalement à cette définition, ce qu'on appelle l'impact au sens core business, mais néanmoins, ils ont la volonté d'être très en amont, d'être entreprise à mission ou dans le développement de leur activité, d'être finalement un très bon élève. Et il existe des fonds également qui répondent à ces critères-là. Donc, je pense que c'est la première question et je veux bien que vous rebondissiez là-dessus parce que ce n'est pas si évident. Édouard, je ne sais pas. Je laissais Sarah intervenir en premier. Alors, moi, je confirme que le fonds à impact, c'est pas juste un fonds gentil, entre guillemets. C'est un fonds d'investissement. On exerce ce métier-là et notre vocation est d'aider à des entreprises à se développer en vue, à terme, probablement de céder cette entreprise à une entité plus grosse, etc. etc. Mais ma conception peut-être de l'investissement à impact, c'est le supplément d'âme.
qui vient au-delà de l'investissement qui est financièrement intéressant, parce que c'est aussi ce que nous demandent nos bailleurs de fonds, d'ajouter à ça une vertu, et ça c'était vraiment dans notre ADN depuis une dizaine d'années, environnementale, sociale, sociétale. Et effectivement, on peut se retrouver peut-être un petit peu tiraillé entre ces différents enjeux au préalable de l'investissement, mais également dans le suivi de la participation, où on va aider finalement les entrepreneurs à adresser tous les challenges qui peuvent subvenir pendant la vie de la participation, mais en gardant toujours en tête cet enjeu dit à impact, ou ces critères dits à impact qu'il va falloir améliorer au cours du temps. Je me permets justement de rebondir. On a une question de Cinda qui est assez pertinente par rapport au sujet. Elle nous demande si est-ce qu'à terme, tous les fonds ne seront pas à impact. Donc, Sarah, Johanna ou Edouard. En vrai, alors sans peut-être préjuger du terme à impact, parce qu'on a vu des termes apparaître puis disparaître, mais en tout cas, le fond de ce qu'adresse la thématique impact est clairement en train d'entrer dans les mœurs de la communauté des investisseurs. Et du coup, nous, on va exiger finalement ces critères extra-financiers auprès de nos investissements, mais également les fonds qui financent ou les entités qui financent les fonds d'investissement, elles sont en train de demander aux sociétés de gestion d'intégrer cette lecture-là dans les investissements qu'ils réalisent. Donc oui, clairement, je pense que c'est une tendance durable. Je veux bien compléter parce que je trouve que c'est une très très bonne question. Moi, j'espère que tous les fonds, alors peut-être pas deviennent à impact, après ça dépend de la définition qu'on met, mais en tout cas valorisent la performance extra-financière. Ça, c'est important. Et après, je dirais que c'est un niveau d'exigence. Donc, que la norme devienne, en tout cas, le fait de prendre en compte des critères extra-financiers, c'est plutôt bon signe pour le secteur. Et après, je dirais que c'est en fonction des fonds, des acteurs, de leur volonté de prendre en compte cette performance extra-financière. Ils prendront en considération certains critères que d'autres ne prendront pas en considération. Je pense qu'il y a deux sujets. Il y a déjà le sujet de votre produit, de votre service, est-ce que vous êtes nativement impact et jusqu'où votre projet contribue à des objectifs de développement durable. Donc ça, c'est la première chose. Et là, on comprend bien qu'il y a vraiment un curseur en fonction des projets. Cette notion de contribution et de création d'impact positif, que ce soit sur l'environnement ou l'impact social. Et après, il y a la volonté de développer une entreprise qui soit responsable. Et donc, je crois que c'est bien que les fonds prennent en compte aussi ce type de critères-là. Il y a beaucoup de fonds qu'on appelle des fonds ESG qui se développent. Ça devient, et j'espère que ça deviendra la norme, c'est-à-dire que l'entreprise identifie des indicateurs et suit des indicateurs et les quantifie dans le temps pour mesurer cette performance extra-financière et cette capacité à développer une entreprise responsable, c'est-à-dire responsable vis-à-vis de toutes ses parties prenantes, ses salariés, ses fournisseurs, ses clients, voilà, toutes les parties prenantes de l'entreprise. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt un bon signe, en tout cas, de voir émerger ce sujet dans le secteur. Du coup, pour rebondir à ce que tu disais, ça demande quand même un travail côté entrepreneur, parce que si on répond un peu, on se met à la place de l'entrepreneur qui va aller chercher, contacter ces fonds d'investissement à impact, il faut prendre le temps. Alors, France Invest fait un listing de ces fonds et donne quelques informations, mais justement, d'aller comprendre quelle est cette logique. Tous les fonds ne se ressemblent pas et il faut prendre le temps d'aller sur le site internet, de contacter éventuellement des entreprises qui ont été financées par telle ou telle structure pour comprendre quels sont les objectifs dans le cadre de la levée, mais surtout après la levée, puisqu'on verra la mesure d'impact est continue. En fait, ça n'est qu'un point de départ. Tu le disais, Sarah,
vous, votre grille d'analyse, en fait, c'est les ODD, donc les objectifs du développement durable, les 17 principes promus par l'ONU. Donc, combien d'ODD l'entreprise, dans sa mission et dans ce projet, répond-elle? Johanna, vous avez une grille d'analyse qui est différente, mais du coup, tout Alors, aussi intéressante. je me permets juste de rebondir avant parce qu'effectivement, j'ai beaucoup de questions sur les critères de performance et les critères, voilà, la grille, notamment de Marie, Delphine et Claire sur justement quels sont ces critères RSE que vous analysez et que vous regardez avant d'investir. Et après, j'ai aussi une question, mais vous y reviendrez peut-être après, sur justement au-delà des critères RSE, quels sont les types de critères que vous regardez, l'âge de l'entreprise, le nombre de clients déjà acquis. Mais du coup, je vous laisse déjà rebondir sur les critères plutôt ESG, RSE. Qui veut prendre la parole? Peut-être Johanna ou... Oui, avec plaisir. Donc, c'est vrai que chaque fonds d'impact a une démarche, a sa propre démarche et sa propre méthodologie d'étude d'impact. Après, on retrouve des grandes références qui vont façonner les méthodologies de chacun. Donc, bien sûr, les ODD dont Sarah pourra peut-être parler, mais aussi, nous, ce qu'on a particulièrement utilisé, c'est la méthodologie de l'IMP, l'Impact Management Project, qui va aider à structurer l'analyse d'impact et à mieux analyser la profondeur de l'impact. Donc, elle reprend 5 critères que sont l'urgence et la profondeur du besoin adressé par la société. Donc, à quel enjeu répond la société et quel va être son résultat. La pertinence de la solution, donc à quel point elle permet de répondre à cet enjeu et elle va permettre de le régler, et à quelle échelle. Donc, est-ce que ça va permettre de le régler pour 100% des personnes touchées par cet enjeu ou pour seulement une petite partie. Ensuite, le troisième critère, ça va être l'accessibilité. Est-ce que, justement, c'était l'exemple de Sarah sur les shampoings secs, est-ce que ça va toucher une toute petite partie de la population parce que la majeure partie ne pourra pas se l'offrir. Le quatrième critère, ça va être l'additionnalité. Donc, est-ce que la société répond, la solution répond à un enjeu d'une manière unique et les concurrents n'y répondent pas. Et le dernier élément, ça va être les risques d'externalité négative. Donc, en quoi la solution apportée par la société comporte des externalités négatives ou des potentiels risques. Donc, ce qui va être plutôt un élément qui va venir contrebalancer les éléments positifs cités précédemment. Et nous, on a ajouté, dans le cadre de l'activité de nos fonds, un bonus en plus de ces éléments-là sur l'aspect deep tech, en se disant qu'une société qui nécessite beaucoup d'années de recherche va prendre plus de temps à prouver de la pertinence de la solution, mais néanmoins développera à terme une solution impactante. Donc, on a voulu rajouter un peu cette dimension de R&D et d'innovation dans notre méthodologie. Juste, j'ai une petite question de Marie qui nous demande ce que veut dire additionnalité. Si tu peux juste préciser. Alors, ça va être la capacité d'une solution à répondre à un problème jusque-là non résolu. Super, merci. Sarah, peut-être? Oui, peut-être pour préciser sur les critères. Donc, nous, Founder Future, on a choisi 5 grandes thématiques. Et comme ça, je réponds à une des questions que j'ai vues dans le fil de discussion. Donc, dans ce fonds d'impact, l'alimentation et la production durable. Donc, tous les sujets autour des circuits courts, l'alternative à la protéine, tout ce qui est nouveau mode de production plus durable. Deuxième sujet qui est la santé et le bien-être au sens large, avec tout un tas de sujets adressés, la santé mentale, toute la problématique de la nutrition, bien-être, etc. Le sujet du packaging et des alternatives au plastique, le sujet de l'économie circulaire. Et pour finir, le cinquième axe, c'est la mobilité durable. On a vraiment choisi donc ces thématiques-là en fonction de secteurs et de domaines qu'on connaissait déjà donc via le premier fonds Founder Future Fund One qu'on avait déjà adressé. L'idée, c'était d'aller un cran plus loin. Et ensuite, on a identifié 6 objectifs d'impact auxquels on veut répondre, qui sont des objectifs qui sont très quantifiables, parce que c'est toujours la question, c'est de réussir à quantifier un maximum l'impact pour les investisseurs.
Et j'en profite pour répondre à une autre question que j'ai vue. C'est toujours plus facile de quantifier l'impact environnemental que l'impact social. Néanmoins, il y a des façons d'identifier des critères d'impact social. Donc, nous, on en a identifié 6. 5 sont clairement liés à la transition écologique, environnementale. Et le dernier, ça répond plutôt à de l'impact social, sociétal. Donc, c'est l'impact carbone, eau et assainissement, consommation d'énergie, déchets intrants, pollution, biodiversité et ressources naturelles. Donc, ça, c'est les 5 objectifs d'impact qui sont liés à la transition écologique. Et la dernière, c'est le bien-être et la santé. Donc là, c'est quantifiable puisqu'on peut quantifier, on peut quantifier en tout cas le nombre de personnes qui ont eu accès ou qui ont amélioré leur santé ou leur bien-être en utilisant une solution. Et puis, donc, on a évidemment donné un cadre. On a donc tous ces objectifs d'impact répondent à 9 objectifs de développement durable. Voilà, ça va de la consommation responsable, zéro faim. Enfin, vous voyez les différents ODD. Je ne vais pas tous les citer, mais on en a 9 qui sont directement liés. Donc ça, c'est notre cadre vraiment d'analyse des opportunités d'investissement. Donc, ça doit répondre à ce cadre-là. Et ensuite, évidemment, l'idée, c'est d'accompagner nos entreprises à, je parlais de développer des entreprises responsables. Comme on investit en amorçage et à des stades assez jeunes ou avec voilà, une faible maturité, il y a assez peu de données, il y a assez peu de choses. Et donc, l'idée, c'est d'accompagner les entreprises à identifier sur l'impact social, environnemental et de gouvernance les bonnes pratiques à adopter pour l'entreprise, puisque l'idée, c'est qu'en parallèle de la croissance, qu'elles puissent intégrer des bonnes pratiques. Et bon, ça fait une bonne transition vers ZEI, mais on utilise aujourd'hui pour toutes nos participations ZEI pour accompagner cette trajectoire d'impact. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'ESG dans les fonds, c'est l'impact interne de votre entreprise. Donc, nous, on dissocie bien impact externe, qui est l'impact qui est fait par votre produit ou votre service, et l'impact interne, qui est l'impact que vous créez en tant qu'entreprise, entité. Voilà. Et ZEI nous permet aujourd'hui d'accompagner nos participations sur leur impact interne notamment. Peut-être de façon un petit peu plus concrète, parce que c'est des éléments qui sont relativement techniques. Nous, on est experts de ces sujets-là, mais l'entrepreneur, finalement, il a peut-être une vision qui est plus générique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la grille d'analyse. Donc, c'est quand on va pitcher. Du coup, vous, en écoutant le projet, vous allez en fait ticker les box, quoi, et voir l'opportunité d'investissement au regard de ces éléments-là. Concrètement, il n'y a pas d'audit préliminaire, puisqu'on est sur des projets quand même assez nous, on n'a pas jeunes. on n'a pas d'audit en soi. Enfin, on va faire un audit, mais je dirais la première étape, c'est déjà d'avoir une conviction forte sur la capacité du projet, de l'entreprise à répondre à un enjeu fort de société. Je crois que c'est ça l'important, et c'est la contribution et la capacité de créer de l'impact fort et d'accompagner une transition environnementale et ou sociale, sociétale. Ça, c'est vraiment la toute première étape qui, pour nous, est un go-no-go sur un projet. Donc, il faut qu'on ait une très forte conviction. Et ensuite, on regarde en détail, et là, on fait un audit un peu plus approfondi. Mais comme je disais, quand on investit en amorçage, il y a très peu de données. Donc l'audit, il est vraiment basé sur l'intention, généralement, des entrepreneurs à créer de l'impact positif, à mettre en place des bonnes pratiques. Voilà, il y a beaucoup d'intentionnalité. Donc, on va pas juger, on va vraiment juger sur les convictions des entrepreneurs, leur sensibilité à l'impact, au sujet, leur connaissance du sujet, leur parcours. Et on voit tout de suite si des entrepreneurs sont engagés ou non, voire militants sur certains sujets, le parcours qu'ils ont eu, et tout ça, c'est assez peu quantifiable en fait. Mais c'est la clé, en tout cas, nous, c'est la première étape vraiment de validation ou non d'une opportunité. Vraiment, un projet qu'on va regarder, c'est quand on a une conviction très forte, partagée, et qu'on partage des valeurs communes avec l'entrepreneur, les entrepreneurs. Qu'on ressent très fortement aussi pour avoir fait le process, nous, chez ZEI.
en tant qu'entrepreneur quand on s'adresse à vous. Johanna, Edouard aussi, peut-être de façon très concrète, comment vous évaluez les choses dans les projets que vous étudiez? Mais, nous on évalue directement par l'équipe, effectivement, selon la méthodologie qui a été développée par Johanna, effectivement, les critères et l'engagement de l'équipe envers l'impact. On est au niveau de BPI France en fait en train de formaliser notre démarche impact en tant que telle. Et lorsqu'on est une aussi grosse maison que nous le sommes chez BPI France, ça prend un petit peu de temps parce qu'on finance des sociétés de taille très très diverses. Et en complément peut-être de la réponse que formulait Sarah sur les investissements en amorçage, à notre niveau, on réfléchit également sur des investissements plus late stage, et de réaliser le cas échéant des audits, est-ce qu'on devrait aller jusqu'à quantifier typiquement les émissions de CO2 des entreprises dans lesquelles on souhaiterait investir, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent chez nous dans BPI France pour formaliser peut-être une démarche impact de manière un petit peu plus industrielle que ce que l'on fait actuellement. Mais effectivement, ça reprend ce que disait Sarah typiquement. Johanna, tu veux peut-être compléter ? Oui, même si on n'a pas une démarche très industrialisée avec des audits, etc., on apprécie généralement souvent lorsque la démarche d'impact a été formalisée par l'entrepreneur directement, qui est d'ailleurs le plus à même de mettre en avant son impact parce qu'il connaît très bien son business et son développement à venir. Donc, c'est de manière assez récurrente qu'on demande aux entrepreneurs s'ils ont formalisé leur analyse d'impact et qu'on apprécie beaucoup qu'ils nous la transmettent. Et justement, est-ce que vous auriez des exemples de startups qui, à vos yeux, ont un fort potentiel d'impact nous pose la question Emmanuel. La question excellente. Juste un nom de start-up typiquement à fort potentiel d'impact ? Ouais. Il me semble que c'est l'idée. Nous du coup, on va mettre en avant notre portefeuille, outre Zei, qui bien évidemment a un potentiel impact absolument incroyable. On peut citer dans notre portefeuille un peu pêle-mêle des boîtes comme Insect qui développent des protéines d'insectes et dont nous venons d'inaugurer d'ailleurs la première usine, et grâce à qui d'ailleurs nous avons rencontré Zei en premier lieu parce que ce sont des promoteurs de cet outil et ils utilisent Zei d'ailleurs comme étant le centralisateur de toute la data impact qu'ils redistribuent ensuite auprès des populations auprès de qui ils souhaitent communiquer. Dans la mobilité, on a des sociétés comme Vulog, typiquement, qui aident le développement de la mobilité partagée. Nous sommes dans les agritech très impliqués vers la transition écologique de l'agriculture via des sociétés comme Sencrop, comme Fermentalg, comme Nayo Technologies, qui permettent justement cette transition ou facilitent cette transition vers du bio typiquement. Ou encore dans l'économie circulaire, une société que vous connaissez probablement car le fondateur est très engagé dans le mouvement Impact, qui est Phoenix, qui permet de revaloriser les déchets et les invendus alimentaires. Pour compléter, tu veux que je donne quelques exemples concrets là dans notre portefeuille je vais essayer de compléter ce que disait
Edouard en a listé quelques-unes bien connues. Peut-être pour compléter, nous, on a investi dans Yuka, qu'on ne présente plus. Donc, ça, en termes de transformation des usages vers une alimentation plus durable qui a beaucoup, beaucoup d'impact. Et aujourd'hui, on le voit pas uniquement sociétal, mais aussi environnemental, avec l'EcoScore. On a investi, donc j'ai parlé de la fourche tout à l'heure, sur le bio, qui pour nous a beaucoup, beaucoup d'impact, de rendre accessible le bio, parce que c'est quand même un gros, gros sujet sociétal. On a investi aussi dans une entreprise de mobilité qu'on trouve très intéressante, qui s'appelle ZenRide, qui permet à des collaborateurs d'entreprise d'avoir un vélo électrique, donc voilà, sous un format de leasing, donc de démocratiser la pratique du vélo et donc de la micromobilité dans les entreprises. Et puis, pour citer un dernier exemple, un de nos derniers investissements est dans Jungle. Jungle, donc, qui construit et opère des fermes verticales, qui permet donc de faire pousser des herbes aromatiques, un peu de maraîchage et surtout demain des fragrances pour l'industrie du parfum, avec un impact carbone très limité, sans pesticides et à grande échelle, puisque c'est toujours ça l'enjeu, c'est d'essayer en tout cas de trouver c'est ce qu'on disait, des projets qui adressent le plus grand nombre, qui adressent des problématiques sociétales, des enjeux de société importants, donc notamment la faim, qui est un des ODD. Et puis, dernier exemple, je pense à Scale, qui aujourd'hui a développé un premier matériau éco-conçu à base d'écailles de poisson à destination de toute l'architecture d'intérieur et l'ameublement, qui est aujourd'hui un secteur qui est quand même qui n'a assez peu fait sa révolution en termes de matériaux beaucoup plus durables, et qui a vocation à proposer différents matériaux qui sont recyclables à l'infini, totalement naturels. Donc, on trouve évidemment très intéressant. Rapidement, j'enchaîne. Après, Anne-Céline, je te laisse enchaîner sur l'outil. Simplement, j'ai énormément de questions sur ce qu'est une entreprise engagée et une entreprise à impact, parce qu'effectivement, c'est assez différent. Je ne sais pas qui veut rapidement donner plus ample explication. Pour essayer de compléter sans redire ce qu'on a déjà dit, je pense que ce qui est important, c'est une entreprise nativement à impact. Encore une fois, je pense que le cadre des objectifs du développement durable, il permet justement de se situer. Plus on répond à un ODD et on y répond directement, plus aujourd'hui on a un impact fort. Je dirais, donc nous, c'est vraiment le cadre, ce qui permet de définir une entreprise qui est nativement impact. Et une entreprise engagée, c'est ce qu'on disait sur une entreprise qui a la volonté de créer de la valeur et de la partager, et de mettre en place des bonnes pratiques dans le temps. Donc ça, c'est pour moi une entreprise engagée. Donc on pourrait rentrer un petit peu dans le détail, mais il y a 3 piliers dans la RSE. Il y a en tant qu'entreprise qu'on crée au niveau social, donc vis-à-vis de ses collaborateurs, de sa politique interne, du bien-être des collaborateurs. On peut parler de mixité, de diversité, enfin tout un tas de sujets que vous connaissez bien chez ZEI. La gouvernance, une bonne gouvernance, c'est important. Comment est-ce qu'on partage la valeur en interne? Comment est-ce qu'on parlait d'inscrire sa mission dans ses statuts? Donc, on peut aller encore plus loin et devenir entreprise à mission. Et puis, l'impact environnemental de son entreprise, c'est important. Comment la volonté de demain faire son bilan carbone, s'évaluer, s'inscrire dans une démarche de réduction de ses émissions. Voilà. Pour moi, une entreprise engagée, c'est une entreprise qui a conscience de ses enjeux et de ses potentielles externalités négatives, parce que dès lors qu'on fait de la croissance, on développe des externalités négatives. C'est intrinsèque à la croissance d'une entreprise. Une entreprise engagée, c'est une entreprise qui identifie là où elle va développer des externalités négatives, qui les anticipe au mieux et qui met en place des bonnes pratiques, soit pour compenser, soit pour ajuster, et puis qui a une volonté de développer ce qu'on appelle du coup des externalités positives, donc de créer un maximum de valeur.
Du coup, c'est une bonne transition pour vous présenter un peu Zeil, parce que vous l'avez compris, donc nous, on a répondu à ces différents cahiers des charges. On travaille avec 3 fonds d'investissement à impact, disons un pionnier qui est FeeTrust, BPI et Founder Future. On répond à ce cahier des charges, mais du coup, on a été confronté à la problématique de devoir démontrer cet impact. Alors, même si le core business de Zeil, c'est de fournir une boîte à outils justement aux entreprises pour pouvoir très facilement répondre aux questions qui sont les suivantes. Quel est mon impact? Comment je priorise au niveau des différents sujets, l'environnement, le social, la gouvernance? Comment je me fixe des objectifs de progression une fois que j'ai fait ma mesure d'impact? Comment je progresse? C'est-à-dire, pour progresser, il faut du coup travailler avec des prestataires qui trouvent des solutions justement plus responsables. Ou encore, comment je mobilise tous mes collaborateurs dans le cadre de cette démarche, puisque l'impact, en fait, c'est pas une stratégie, une politique qu'on met dans un document et qu'on présente voilà, à ses investisseurs dans le cadre d'un comité. Pas du tout. C'est-à-dire que c'est vécu, c'est porté tous les jours dans l'entreprise. Chacun, dans sa mission, va orienter, choisir un prestataire plutôt qu'un autre. Tous les choix que font les salariés dans l'entreprise doit alimenter, doit servir en fait cet objectif d'impact. Donc, ça doit être vécu. Les entreprises ne doivent pas simplement être sensibilisées, ils doivent être formés, ils doivent être acteurs de l'impact. Et donc, Zeil, on a, en voulant mettre en place finalement technologiquement une solution très simple pour générer un plan d'action et permettre à progresser, aux entreprises de progresser, on a pris en compte les enjeux financiers de cette entreprise et notamment de la levée de fonds, parce qu'on y a été confronté et puis parce qu'on est convaincu que la progression de l'impact va de pair avec la performance financière et que du coup, il faut pouvoir que cette progression dans l'impact, donc par exemple, je calcule mes émissions de CO2 et je me fixe un pourcentage de réduction, ou je calcule mon taux de parité ou de diversité et je me fixe un objectif, ou je souhaite que l'ensemble de mes collaborateurs aient accès, par exemple, à un pourcentage du capital de mon entreprise. Tout ça, on fait un diagnostic, on fixe des objectifs et que cette progression permette à l'entreprise du coup d'aller chercher du financement. Donc, grâce à Zeil, on voit bien que nos partenaires les utilisent. Vous pouvez très facilement vous connecter, générer ce plan d'action, faire une mesure d'impact, vous fixer des objectifs, progresser et puis aller inviter ces fonds d'investissement en disant justement, par rapport à toute votre méthodologie, vos critères, venez voir ce qu'on fait, voilà où on en est, voilà où on veut être dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Et cet outil, Zeil, vient en fait vous appuyer dans vos discours pour aller chercher des fonds. Et à contrario, on le voit bien, et c'est pour ça qu'on travaille de plus en plus avec les fonds d'investissement à Paris et qu'on vous présentera cette offre ESG lors du prochain séminaire en septembre prochain. On voit bien aussi que les fonds d'investissement à impact, utilisent Zeil aussi pour suivre la progression de cette mesure d'impact au fur et à mesure du temps, puisque même s'il n'y a pas d'audit préliminaire, il y a cette mesure constante qui fait partie de la relation finalement entre l'entrepreneur et ses investisseurs. Et peut-être, du coup, Sarah, Edouard et Johanna, peut-être donner quelques exemples concrets de comment vous utilisez Zeil dans ce cadre-là. Oui, bien sûr. Bon, alors, j'y vais. Donc, nous, dans le cadre de notre fonds d'impact, on engage toutes nos participations déjà à se créer un compte sur Zeil dans les 3 mois de notre investissement. Et dans notre promesse d'accompagnement, on propose évidemment de les accompagner pour le faire. Donc ça, c'est assez, c'est important pour nous et c'est un de nos engagements.
Et on offre la gratuité la première année à nos participations pour prendre en main l'outil et les sensibiliser au sujet. Après, voilà, ça n'engage pas dans la durée. Néanmoins, c'est quand même un outil très, très facile, en tout cas à prendre en main pour des entreprises qui débutent un peu sur ces sujets. Voilà, et donc on les accompagne. Donc, nous, ce qui est bien, donc, Zeil reprend ces 3 piliers hein, sur l'impact social, environnemental et de gouvernance et propose en fonction du secteur de l'entreprise et de sa taille un référentiel qui soit adapté. Donc, c'est très adapté à chaque entreprise. Donc là, par exemple, on vient d'investir dans Jungle. Jungle, qui est un modèle de ferme verticale. Aujourd'hui, il n'y avait pas de référentiel existant, parce qu'il y a quand même très, très peu de fermes verticales, en tout cas en France. Et donc, en tout cas, l'équipe de Zeil a dû un peu adapter son référentiel. Donc, vraiment, le référentiel aujourd'hui correspond très, très bien. Donc, les critères, en fait, qui sont associés à chaque pilier, sur lesquels Jungle doit répondre, sont très adaptés à l'activité de Jungle. Donc, sur l'impact environnemental, évidemment, c'est la capacité à faire un bilan carbone, faire une ACV, donc une analyse du cycle de vie d'un des produits Jungle. Il y a tout un tas de sujets, de critères environnementaux qui sont listés. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir s'auto-évaluer. Donc, l'entreprise s'auto-évalue et en tout cas dit, voilà, là, on prend une photographie à l'instant T d'où on en est sur ce sujet. Est-ce que j'ai fait un bilan carbone? Oui, non. Est-ce que j'ai prévu d'en faire un dans les 3, 6, 8 prochains mois? Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'inscrit dans une courbe de progression. Et nous, comme on est un investisseur d'amorçage, évidemment, comme je disais, les entreprises, quand on investit, elles sont assez jeunes et donc elles ont mis en place assez peu de choses. Donc elles sont évidemment de bonne volonté, elles ont envie de faire beaucoup de choses, mais il y a peu de choses qui sont déjà en place. Donc, c'est vraiment un outil de pilotage qui permet d'accompagner sur chacun des sujets, chacun des piliers, l'entreprise à mettre en place des bonnes pratiques et surtout de se donner un calendrier. Parce que je crois que ce qui est pour moi le plus important et notre conviction chez Founder Future, c'est que il faut bien séquencer, monter une entreprise déjà qui demain sera rentable, qui crée de la valeur. C'est déjà un job en soi. Donc, de se mettre trop de critères, notamment sur les sujets d'impact, trop vite, il faut pouvoir séquencer les choses. Donc, se dire, à telle étape de notre développement, qu'est-ce qui est fondamental? Et donc, on priorise. Et Zeil permet de prioriser. Typiquement, Jungle, leur priorité, c'est de définir leur mission. Aujourd'hui, ils ne l'ont pas forcément très bien défini, ou en tout cas, ils l'ont, comme souvent, dans un coin de leur tête. Chaque fondateur est évidemment ultra convaincu, mais ils ne l'ont pas formalisé. Donc ça, c'est un des critères sur Zeil, et nous, on les accompagne à formaliser leur mission. Deuxième priorité sur l'impact environnemental, c'est de faire son bilan carbone avant la fin de l'année. Donc, nous, on les a encouragés à signer le Climate Act et de s'engager à faire leur bilan carbone. Donc, ça, c'est concret. Et donc, vous avez à chaque fois, Jungle a sa note sur chacun des piliers et voit sa marge de progression. Et pour nous, investisseurs, ça permet de voir déjà d'avoir une photographie à l'instant T au moment où on investit, ou en tout cas dans les 2-3 mois de l'investissement où en est l'entreprise, et de suivre sa progression et de voir où on peut accompagner aussi les entrepreneurs sur ces sujets. Donc, c'est un très, très bon outil aussi qui va faciliter, nous, le reporting sur les sujets d'impact. Voilà, je ne sais pas si c'était assez concret. Pour nous, du côté BPI France, c'est assez proche de ce qu'on peut faire chez Founders Future, dans le sens où on va beaucoup valoriser l'intentionnalité, et au même titre qu'on peut avoir une roadmap technique, on estime qu'on peut avoir une roadmap en termes d'impact, mais juste l'avoir bien calibré et pouvoir bien l'étayer, quoi. Et c'est vrai que pour une société jeune ou moins jeune, d'avoir un outil comme Zeil permet de faire ça de manière très facile. Et du coup, on peut se retrouver à conseiller l'outil Zeil à la fois pour des sociétés très jeunes qui n'ont pas encore formalisé leur démarche et qui sont un peu perdus et ne savent pas trop comment faire. Mais aussi, on retrouve des sociétés de notre portefeuille comme Insect dont on a parlé, qui pour le coup a un Chief Impact Officer, qui est l'un des fondateurs de la société, qui a établi une méthodologie de comptabilité carbone, qui fait vraiment
de manière très, très détaillée l'impact de la société et qui a trouvé un intérêt en ZEI pour communiquer sur sa démarche, à la fois auprès de ses nombreux investisseurs, de ses clients et de toutes ses parties prenantes. Donc, ça nous semble être un outil très pertinent et qu'on valorise du coup quand on voit des sociétés qui ont rempli leur profil ZEI, ça nous permet d'avoir une meilleure idée de leur démarche d'impact. Super, et ben on est parfaitement timé. Je ne sais pas si on a le temps pour encore quelques questions en complément. Il y a pas mal de questions. J'en ai notamment 2 parce que du coup, donc malheureusement, on va peut-être pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais en tout cas, il y en a 2 qui sont récurrentes sur l'impact et la place des femmes dans l'entrepreneuriat. Donc, j'ai une question de Mathieu qui nous dit impact plutôt porté par des femmes ou par des hommes. Et donc, je recoupe avec aussi la question, la question d'Emmanuel, non. La question que je ne retrouve plus, mais en tout cas, oui, voilà, de Clotilde, pardon. Avez-vous des critères pour promouvoir les investissements des femmes qui bénéficient largement moins d'investissements? Voilà, donc je vous laisse prendre la parole, si peut-être Sarah ou… Peut-être que, ouais, alors pour répondre à la question portée plutôt par des femmes ou des hommes, je dirais que ça dépend beaucoup des sujets. Malheureusement, dès qu'on a des sujets encore très tech, très deep tech, c'est quand même plutôt des équipes masculines. Alors ça se mixe de plus en plus et heureusement qu'il y a beaucoup de collectifs, excusez-moi, qui notamment comme le collectif Sista qui s'engage à promouvoir les femmes dans la tech, mais c'est une réalité. Nous, on investit dans la mobilité, notamment sur tous les sujets de l'électrique. Il y a encore assez peu de femmes, de projets portés. Donc, je dirais que ça dépend beaucoup des secteurs et du type donc de projets d'entreprise. Voilà, nous, on est signataire de la charte Sista, donc peut-être pour en dire un mot, mais qui s'engage justement, qui fait le constat, comme nous tous, dans la tech et dans le monde des VC et de l'investissement, il y a très peu de femmes. Ça, c'est un constat. Pour tout un tas de raisons, on n'a peut-être pas le temps de trop détailler là, mais et donc qui s'engage et qui engage les fonds à essayer d'apporter de la mixité, de promouvoir les femmes. Nous, ce qu'on fait très concrètement quand on a des équipes, donc par exemple 100% masculines, mais même 100% féminines, c'est d'essayer d'accompagner les entreprises à recruter dans des C-level, donc les postes clés stratégiques, de les faire de façon mixte, c'est-à-dire une équipe purement masculine, d'essayer de recruter une femme comme directrice financière ou directrice des opérations, etc. Donc, d'encourager nous, on croit beaucoup à la mixité, évidemment. Mais voilà, je crois que c'est un vrai sujet et il y a beaucoup en tout cas, d'actions, de collectifs, d'associations. Voilà, moi, je suis engagée, par exemple, chez Impact France. C'est un des gros sujets, que ce soit dans la tech, mais dans l'impact plus largement. Je pense que ça dépend beaucoup du secteur, mais c'est une réalité. Oui, pas beaucoup de choses à rajouter à ce que vient de dire Sarah. Peut-être au niveau de BPI France, ce qui est intéressant, alors nous sommes également signataires de la charte Sista et la question de la mixité ou du genre, entre guillemets, des équipes fondatrices des sociétés est une question qu'on se pose en ce moment même. Le BPI France est intéressant parce que nous sommes en train de mesurer. Et quand on mesure chez BPI France, c'est sur un échantillon assez large. Et du coup, ça nous permet un peu je pense, d'avoir une photographie relativement précise finalement de l'état des lieux de l'écosystème français. Et aujourd'hui, nous avons près de 80% de notre deal flow dont les équipes dirigeantes. Alors, on a toujours une définition peut-être relativement large de ce que sont les équipes dirigeantes qui sont mixtes, ce qui est plutôt positif. Et de la même manière que Sarah vient juste de l'expliquer, nous, on est plutôt promoteur de la mixité. On l'a été avant même d'être signataire de la charte Sista qui nous engage à aller encore plus loin
dans la promotion de l'entrepreneuriat au féminin via la composition des boards. Ça, c'est un élément très, très important. On est extrêmement attentif à ce que les conseils d'administration auxquels nous siégeons ne soient pas exclusivement féminins ou exclusivement masculins. Et idem dans les strates les plus exécutives des sociétés que l'on accompagne. Et je pense que c'est en fixant ces bons exemples qu'on arrive à une parité et à un bon équilibre homme-femme dans les entreprises. Super, merci Edouard. Alors, j'ai des questions très spécifiques, donc je vous invite à la suite de ce webinaire à m'envoyer des messages ou des petits mails pour les personnes qui n'ont pas pu, auxquelles on n'a pas pu répondre aux questions. J'ai simplement une question par contre de Justine qui me semble plutôt ouverte sur les saisons. Donc, est-ce qu'il y a des saisons de levée de fonds? Donc, est-ce que certains mois sont plus profitable pour lever des fonds? Je pense que Sarah, sur ce sujet, tu as très bien répondu au début du webinaire, dans la mesure où, en fait, la levée de fonds doit arriver à une phase d'accélération. Donc, c'est malheureusement pas lié à la saisonnalité qu'on peut connaître. Donc, non, bon, même s'il faut éviter un 31 décembre et un 30 juillet, ou éviter les moments où les fonds font leur reporting et c'est souvent à la fin de chaque semestre. C'est jamais une très très bonne période, la toute fin d'année ou la fin du premier semestre ou même de début d'été ou fin d'été parce que les fonds sont assez proactifs en termes de reporting. Je pense que Johanna et Edouard, vous ne me contredirez pas. Mais les meilleurs moments, c'est surtout l'actualité. Et comme tu disais, oui, créer ce momentum. Donc, il faut créer la confiance, créer le désir, créer le bon moment pour que les investisseurs s'associent, croient au projet et voilà, créer une dynamique en fait. Oui, 100% d'accord. Ah. Historiquement, on voyait les levées se lancer le 1er janvier pour closer le 30 juin et le 1er septembre pour closer le 31 décembre. Mais ça, c'est vraiment l'ancien monde pour le coup. Aujourd'hui, c'est en fonction des besoins des sociétés et c'est vraiment le timing, la notion de timing qu'évoquaient Sarah et Anne-Céline qui est importante. Et petite anecdote, on a quand même organisé notre levée de fonds avec vous chez Zeil en mars 2020. Donc, comme quoi, tout est possible. Hein. Exactement. Alors, je vais finir, avant de laisser finir Anne-Céline sur le réseau, sur la partie réseau et recouper avec le lien. Il y a pas mal de spectateurs qui nous demandent d'avoir potentiellement des contacts directs. Alors, j'imagine qu'il y a peut-être un process pour vous contacter, autant chez BPI que chez Founders Future. Je sais pas. Il suffit de nous envoyer un mail en ce qui nous concerne. D'accord. Est-ce que vous pouvez donner peut-être une adresse mail dans la Alors, chez BPI France, c'est facile, c'est prénom.nom@bpifrance.fr. Alors, okay. Sauf pour Johanna, évidemment, parce que sinon ce serait trop facile. Ok. De ton côté, Sarah? La voici. Pareil, prénom, rien de très original. On est assez parfait. Et pour conclure et en transition avec la suite, donc Zeil, pour préparer en fait justement un peu tout ce travail, on va mettre à disposition des entreprises qui s'inscrivent et qui lancent leur démarche RSE sur Zeil, la possibilité en fait de s'évaluer sur un référentiel ESG un peu test. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore confrontés à cette exigence de remontée et de collecte d'informations en matière ESG ou dans le cadre d'une levée de fonds, vous pouvez, grâce à notre outil, aller voir à quoi ça ressemble et commencer à vous évaluer pour toujours et mieux anticiper et préparer la levée de fonds et puis le reporting financier qui sera associé après la levée. Super. Alors, je vais conclure parce que je vois le temps tourner. Merci à tous encore de votre participation, autant les intervenants que les spectateurs. Alors, on va retrouver ce webinaire et ce replay dès que possible. Je vais vous envoyer un petit mail et n'hésitez pas si vous avez encore des questions. Je sais qu'on n'a pas pu répondre à toutes les questions, malheureusement, le temps file. Mais n'hésitez pas à nous envoyer des petits mails et on sera très heureux d'y répondre. Voilà. Je laisse peut-être Anne-Céline fermer et conclure.
Merci à tous et rendez-vous au mois de septembre pour le prochain. Super, merci à tous et bonne fin de Merci à journée. tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. À bientôt.